Voilà, alors aujourd'hui nous allons voir un exemple le fonctionnement sur les quatre cadrans. Ça veut dire que c'est un exemple réel de le fonctionnement dans les quatre cadrans pour un moteur qui est utilisé dans dans un tapis roulant. Donc nous allons voir comment, à partir de la commande que nous allons imposer au moteur, comment on peut faire fonctionner notre moteur dans les quatre cadrans de fonctionnement, ça veut dire le cadran 1, 2, 3 et 4. Et puis nous allons voir la variation, les profils de la vitesse, les profils du couple pendant le fonctionnement, la variation le courant, la variation de la tension. Le moteur qui est utilisé dans cette application, c'est un moteur à courant continu. D'accord? Mais ce que nous allons voir dans cet exemple, il peut être transposé sur les autres moteurs, par exemple le moteur asynchrone, et le fonctionnement va rester le même. Mais les équations que nous allons voir, ce sont des équations utilisées sur un moteur à courant continu. Donc, on va présenter notre problème, ou là, notre installation. Donc, on se propose ici d'étudier le comportement d'un système de déplacement droite-gauche suivant un axe horizontal. D'accord? Donc, le premier exemple que nous allons voir, il va s'intéresser à un tapis roulant qui va se déplacer sur un axe horizontal. Alors, pour le fonctionnement, donc ça c'est un schéma, c'est une animation qui va nous montrer comment va fonctionner notre moteur et puis les différentes composantes de notre système. Alors, vous avez un moteur à courant continu, à flux constant. Ça veut dire que c'est comme un moteur à aimant permanent. Donc, vous avez un flux qui est constant. Donc, ça veut dire que le courant de l'induit il est directement proportionnel au couple. Le couple il est proportionnel au courant de l'induit. Vous avez un réducteur à renvoi d'angle, c'est-à-dire c'est un multiplicateur de vitesse. Vous avez une charge mobile. Et puis, vous avez un système d'entraînement, un tapis roulant qui permet le déplacement de la charge. Donc, ce système permet le déplacement d'une charge de manière horizontale. Industriellement, les convoyeurs, les tapis roulants utilisent ce principe. Donc, si vous avez déjà fait des stages à l'OCP, vous auriez pu voir les convoyeurs, les tapis roulants utilisés dans les systèmes industriels. Donc, dans un premier temps, on va voir comment on peut déplacer la charge sur le tapis roulant vers la droite. Et puis, on va faire le retour vers la gauche. Et nous allons voir les différentes équations qui régissent le système. D'accord. Donc, pour les différentes forces qui interviennent dans notre système, alors vous avez la force de la pesanteur qui est exercée sur la masse, sur la charge. Alors, vous avez P qui est égal à mg. Et nous allons voir que cette force ne va pas intervenir dans le mouvement parce qu'elle est perpendiculaire à l'axe de déplacement. Donc, la seule force qui va faire déplacer la masse, c'est la force qui est due au couple moteur qui est produit par le moteur à courant continu. Donc la force Fs, c'est la force qui va entraîner notre charge et cette force-là, généralement, c'est la force qui est déduite du couple qui est exercé par le moteur sur la charge. D'accord? Alors, généralement, ici, vous allez avoir un couple quelque part, d'accord? Pourquoi on a changé la couleur? Oui, on va changer la couleur. Donc là, ici, donc, vous allez avoir un certain couple qui est exercé par
Normalement, un couple donc, qui est exercé par le moteur. Là, c'est de l'autre côté. Donc, je vais effacer. Donc, c'est le couple moteur, le moteur exerce un couple moteur sur le convoyeur qui est là. Et ce couple moteur-là, c'est lui qui va produire la force Fs, d'accord? Et le couple moteur, généralement, si on veut l'exprimer dans ce cas, ça serait R fois la force Fs, d'accord? Ce qui est la force responsable du mouvement de notre masse, d'accord? Donc, comme j'ai dit, la force de la pesanteur elle ne va pas influencer le mouvement. Et puis, vous avez des couples de frottement et vous avez des forces de frottement qui vont résister au déplacement de cette charge. Alors, les forces de résistance, les forces de frottement, ce sont des forces qui sont produites par les couples de frottement au niveau des roulements qui sont là. Donc, au niveau de multiplicateur de vitesse et au niveau des parties mécaniques qui sont en mouvement de rotation, vous allez avoir des couples de frottement. Et ces couples de frottement, ce sont les couples qui vont produire les forces qui vont résister et qui vont s'opposer au mouvement de la charge que vous avez ici. Donc voilà les forces qui vont intervenir, d'accord? Donc il y a une force motrice qui est due au couple moteur qui est produit par le moteur et puis vous avez des forces résistantes qui sont produites par les couples de frottement qu'on a au niveau des parties qui sont en mouvement de rotation, les parties mécaniques en mouvement de rotation, tandis que la force de la pesanteur n'intervient pas sur le mouvement. Alors le couple résistance CR résulte principalement d'un effort de frottement sec. Et nous avons dit la dernière fois que les frottements secs, ou là, le couple de frottement sec, c'est un couple qui est constant, d'accord? Il est indépendant de la vitesse. Il existe lorsqu'il y a la vitesse, mais il est indépendant de la vitesse, d'accord? Alors, dans le cas d'un déplacement vers la droite, il faudra exercer une force Fs pour déplacer la charge. Et cette force-là, c'est, comme j'ai dit, c'est la force qui est produite par le couple moteur, produit par le moteur. D'accord? Alors, déplacement maintenant vers la droite. Nous allons voir donc l'étude cinématique de notre mouvement. Donc, vous avez accélération, et puis vous avez vitesse constante, et puis vous avez accélération donc nulle, et puis vous avez finalement, vers la fin, vous avez la décélération. D'accord? Voilà le profil de notre vitesse. D'accord? Pour ce mouvement, la vitesse, donc au début, il va accélérer jusqu'à une certaine vitesse, et puis il va rester à cette vitesse constante jusqu'à un certain temps, et puis après, il doit décélérer pour s'arrêter complètement. Maintenant, si on fait donc l'équation du mouvement, alors on sait que l'équation du mouvement, c'est le couple moteur, d'accord, moins le couple résistant est égal, alors là, donc on va faire la somme ici, donc c'est le couple résistant qui est constant dans ce cas, plus J d oméga sur dt. Voilà l'équation mécanique de notre système, d'accord. Vous voyez l'équation qu'on a, et on va voir quelle est la variation le couple moteur parce que c'est le couple moteur qui va produire ce profil de vitesse. D'accord? Puisqu'on parle de variateur de vitesse ou l'entraînement électrique ou la commande des machines. Ça, c'est le profil de vitesse qui est souhaité, que l'on cherche. Et puis, on va voir quel est le profil du couple qui va produire ce profil de vitesse. D'accord? Ça veut dire le profil, il y a le couple moteur qui va produire le profil de vitesse que nous avons tracé ici. Sachant bien que le couple résistant, comme j'ai dit, c'est un couple qui est constant. Et puis vous avez le couple dynamique qui est un couple qui n'existe que s'il y a variation de la vitesse. Lorsqu'il n'y a pas variation de la vitesse, ce couple dynamique est nul. Alors comme nous avons dit la dernière fois, pour démarrer ici, donc vous avez la pente, elle est
constante, d'accord? C'est une constante. Dans ce cas, vous avez G d oméga sur dt, c'est la pente que vous avez ici, qui est une constante. Et puis vous avez le couple moteur, dans ce cas, c'est quoi? C'est le couple résistant qui est égal à une constante plus une constante, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il va faire le couple moteur dans ce cas? Il va sauter au démarrage, il va sauter, d'accord, pour faire face à cet appel de l'énergie. Parce que le couple moteur, il va faire face à quoi? Il va faire face au couple résistant et au couple dynamique. Ça veut dire la machine, il doit fournir de la puissance qui doit faire face à la puissance mécanique qui est due aux pertes par frottement et puis à une certaine puissance qui est due à la variation de ce couple dynamique. Ça veut dire ici, vous avez un couple dynamique, donc il doit être aussi produit par le couple moteur. Alors dans ce cas, vous avez la somme des deux. Donc dans ce cas, on va assister à un saut du couple. D'accord? Donc si on trace les... Donc là, vous avez déjà l'accélération. Alors l'accélération ici, donc il est constante parce que tout à l'heure, on va faire le produit, la somme, etc. pour avoir donc ces couples-là. Alors vous avez l'accélération, il est constante. Regardez ici, l'accélération, il est constante. Et puis à partir de là, il va s'annuler. L'accélération ici, elle est nulle. D'accord? Donc si je continue, donc elle est nulle. Et puis, elle va s'inverser pour devenir négative. Alors, elle est négative sur la pente qui est décroissante ici. Et ça va nous donner une vitesse qui est une accélération qui est négative. D'accord? Donc, à partir de cette expression-là, on peut avoir le couple dynamique qui est ici. Donc, le J d oméga sur dt, ou là, le J fois l'accélération, c'est l'élément que vous avez ici. Donc, on peut tracer, donc si on multiplie par J, d'accord? Alors le J, donc ça dépend de la valeur de J. Généralement, c'est une valeur qui est inférieure à 1, mais bon. D'accord, donc vous avez le J de oméga que vous avez ici. D'accord? Et on sait très bien qu'on a aussi un couple résistant qui est constant et qui est positif. D'accord? Le couple résistant et les constants positifs. Donc on va ajouter le couple résistant au couple dynamique qui est là, en rouge. Et puis vous avez, ça va vous donner le couple mécanique, le CM. Donc vous avez maintenant le couple dynamique en rouge, et puis vous avez en jaune, vous avez donc le couple résistant. Si vous faites la somme des deux, ça va vous donner le couple moteur qui doit être fourni par le moteur. D'accord? Donc ça va vous donner en vert le couple moteur. D'accord? Voilà comment on va varier le couple moteur pour fournir ou là pour produire ce profil de vitesse que vous avez ici. D'accord? Donc là, vous avez le couple résistant plus le couple dynamique, ça va vous donner le couple mécanique, le couple moteur du moteur à courant continu. D'accord? Voilà. Maintenant, pour la vitesse et pour la tension et pour le courant, on sait très bien que la vitesse dans un moteur à courant continu, on sait très bien que la vitesse elle est presque proportionnelle, la vitesse oméga dans un moteur à courant continu, elle est presque proportionnelle, d'accord, à la tension de l'induit. D'accord? Et puis vous avez aussi le couple qui est proportionnel au courant de l'induit. D'accord? Donc à partir de ces relations-là, parce que le couple moteur, on ne peut pas le produire, ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de le produire directement, on va produire le profil qu'on a tout à l'heure, c'est-à-dire si je reviens en arrière, on va produire le profil de couple qu'on a ici en agissant sur le courant de l'induit, parce que c'est la seule manière de faire varier le couple moteur, c'est en agissant sur le courant de l'induit. Alors maintenant, le courant de l'induit, on peut pas, c'est-à-dire on peut pas le contrôler directement, parce qu'on ne peut pas contrôler le courant directement, mais on peut le contrôler en contrôlant la tension. Donc si vous avez un variateur de tension, là, si vous avez un hacheur, vous avez moyen de commander la tension. En commandant la tension, vous allez commander le courant qui est débité sur le moteur. Donc voilà comment on fait la variation, comment on fait la commande de la machine à courant continu.
On cherche le profil du couple qui va nous donner le profil de la vitesse souhaitée, d'accord? Et puis à partir de ce profil de couple, vous avez le profil de vitesse parce qu'ils sont, le profil de courant parce qu'ils sont proportionnels, et le profil du courant va nous donner le profil de la tension, d'accord? Maintenant, si on retrace la vitesse, d'accord? Alors comme j'ai dit, vous avez la tension qui est égale à K, ça c'est la force électromotrice, la contre-électromotrice du moteur, plus une partie qui est constante, généralement c'est R fois I, d'accord? C'est la résistance fois le courant, mais cette partie-là, on peut la prendre comme un offset et dire que vous avez donc la tension, elle est proportionnelle à la vitesse de rotation. D'accord? Vous avez la force électromotrice, c'est K fois le flux fois la vitesse de rotation. Avec le K fois le flux, on peut dire que c'est KE, qui est la constante électrique du moteur. Alors vous avez R, c'est la résistance, vous avez I, c'est le courant de l'induit, et oméga, c'est la vitesse angulaire de rotation. Donc là, je peux tracer la variation de la tension d'alimentation pour notre moteur, d'accord? Alors je reviens donc à cette date. Donc là, ici, vous avez RI, d'accord? Parce qu'on sait très bien que ça, c'est l'offset dont j'avais parlé tout à l'heure. Donc le RI. Donc vous avez la tension qui est égale à RI plus quelque chose qui est proportionnel à la vitesse, d'accord? Alors là, vous avez la chute le courant, parce que tout à l'heure, dans le couple, on a dit qu'il y a une chute du courant. Il y a une chute le couple. Alors, le fait que vous avez ici une chute le couple, vous avez aussi la chute de la tension, d'accord? Ce qui fait que là, vous avez une chute de la tension. Mais ce n'est pas une chute de tension qui est très importante, parce qu'on sait très bien que même s'il y a une chute de tension qui est très importante au bord du moteur, la tension, toujours, elle reste presque égale à la tension nominale, mais avec une certaine chute de tension, d'accord? La même chose ici, d'accord? Donc vous avez aussi donc là, le couple qui sera négatif, ça veut dire que le courant il va devenir négatif aussi. Donc là, on va assister aussi à une certaine chute de tension, et la tension donc il va chuter jusqu'à arriver donc à... Alors pour la vitesse qui va vous donner la vitesse nulle, pour la tension qui va vous donner la vitesse nulle, c'est une tension qui est négative, d'accord? Si vous prenez une tension, la tension nulle, la vitesse nulle, ça va vous donner pour annuler la vitesse, donc il faut avoir une tension ici qui est nulle. Alors maintenant, si on trace le couple et le courant correspondant, donc là c'était le couple. Maintenant le courant, on sait qu'il est proportionnel au couple, donc on peut tracer aussi le courant qui est en rouge. D'accord? Il est proportionnel au couple. D'accord? Donc voilà la variation le courant qui va nous fournir le couple moteur qui va nous fournir la vitesse, là, le profil de vitesse que nous avons tracé ici. Et la tension aussi qui va nous donner le courant. D'accord? Donc là, vous voyez comment on fait donc la commande d'un moteur à courant continu pour avoir un profil de vitesse souhaité. C'est à partir du couple moteur qui va nous donner le courant, et le courant, il va nous donner la tension d'alimentation qui doit alimenter le moteur pour avoir le profil de vitesse souhaité. Maintenant, si je regarde sur cette partie-là, c'est-à-dire la partie qui est le déplacement vers la droite, on peut déjà voir le fonctionnement dans les 4 cadrans. Et on va voir pour ce fonctionnement-là, là, pour cette tranche, pour cette partie-là, quels sont les cadrans de fonctionnement. Alors pour le cadran de fonctionnement, il faut toujours voir quel est le signe de la vitesse et le signe du couple. Alors jusqu'à ici, c'est-à-dire de 0 jusqu'à là, jusqu'à ce point qui est là, ici, d'accord, on est sur le cadran 1. Alors, généralement ici, donc c'est le couple, et là, c'est la vitesse.
Alors maintenant, lorsqu'on est là, vous avez la vitesse qui est toujours positive, mais le couple, il va inverser de sens. Dans ce cas, le couple va inverser de sens. La vitesse, elle est positive, donc on est dans le cadran 2. Alors voilà les deux cadrans de fonctionnement pour cette première partie. Ça veut dire la partie de déplacement vers la droite. Là, vous avez le fonctionnement mécanique et puis on va voir donc comme j'avais dit la dernière fois, comment on peut tracer donc le diagramme dans le plan, la vitesse en fonction du couple. Donc là, vous voyez, on trace chaque tronçon de notre courbe, on la trace ici donc sur les quatre cadrans. D'accord? Donc là, vous avez la partie qui est ici, d'accord? Et là, puis vous avez ici un saut pour le couple. Le couple, déjà, vous avez ici un saut. Ça, c'est le saut, d'accord? Et puis, vous avez le fonctionnement à une vitesse qui est constante. Il y a là entre le fait d'abord. D'accord? Alors maintenant, ici, fonctionnement à un couple qui est constant, pardon. Le fonctionnement à couple constant, c'est ici, d'accord? C'est sur cette partie-là. Tandis que la vitesse, il va varier. La vitesse, il varie. Alors, lorsqu'on est là, donc on sera sur cette partie-là parce que vous avez encore un saut. Ici, vous avez un saut. Alors, le saut, donc c'est celui-là. Ça veut dire, juste, on fait un saut ديال le couple Adam, de la valeur هذه, de la valeur. Et puis, on va rester sur un point. C'est sur cette partie-là parce que vous avez et le couple qui est constant et la vitesse qui est constante. Donc, on va rester sur ce point-là. D'accord? Alors là aussi, on va assister à un certain saut pour le couple, d'accord? À ce point-là, on va assister à un saut pour le couple. Donc le couple, il va devenir négatif. Ça veut dire qu'il va faire un saut de ce point-là vers ici. Voilà. Voilà, c'est là, un saut. Et puis on va assister à cette variation-là, d'accord? Dans cette partie-là, vous avez le couple qui est constant, mais vous avez la vitesse qui diminue. Alors le couple, il est constant, mais la vitesse, il va diminuer. Voilà, jusqu'à zéro. Donc la vitesse, il va aller jusqu'à zéro. Donc on est là. Et puis nous avons un couple qui est comment? Un couple qui est négatif. C'est la partie qu'on a ici. Donc on est sur ce point-là. D'accord? Alors voilà pour ce fonctionnement-là. Donc on va travailler sur le cadran 1 et le cadran 4. On l'a appelé ici le cadran 4, mais pour nous, c'est la même chose. Le cadran 4, le cadran 2, 3. Le cadran Q1 مع Q3 c'est la même chose presque et le cadran K2 مع K4 c'est la même chose donc vous pouvez نقدروا نبدلوهم كيف بغينا donc chacun il choisit comme il veut mais lorsque vous voulez dire le cadran il faut bien le tracer d'accord il faut dire par exemple ici le cadran Q1 ici c'est le cadran Q2 un A c'est Q3 un A c'est Q4 mais il faut bien les tracer d'accord si vous avez une question par exemple pour l'examen quels sont les cadrans de fonctionnement je vais vous comment dire le cadran Q4 je vais dire le cadran Q4 là ولكن il faut bien le tracer pour me dire que ça c'est le cadran Q4 pour moi d'accord et ça c'est le cadran Q2 et vous répondez à la question vous allez dire que le cadran de fonctionnement pour moi c'est Q1 et Q4 mais Q4 il est là d'accord c'est pas ici et la réponse elle sera juste pour il sera correcte pour les deux si vous avez quelqu'un qui met par exemple Q4 ici et l'autre qui met Q2 ici et vous dites que Q1 مع Q2 et l'autre il dit Q1 مع Q4 la réponse elle est correcte pour les deux d'accord mais il faut bien tracer les cadrans pour vous quels sont les cadrans Q1 Q2 Q3 et Q4 alors pour ce sens de marche le moteur fonctionne dans deux cadrans qui sont les cadrans Q1 et Q4 ou la Q2 selon comment vous avez choisi Q2 مع Q4 voilà pour le premier déplacement alors maintenant donc la tension, et c'est ça, donc on a vu comment la tension varie. Donc si on veut faire la même chose pour les cadrans, il y a la tension avec le courant. On sait que la vitesse elle est proportionnelle à la tension, le couple elle est proportionnel au courant. Donc on peut tracer la même chose et avoir les mêmes profils. D'accord? C'est la même chose. Voilà. Donc voilà pour les ADA. Et puis ça va nous donner donc le cadran Q1 et le cadran Q2, Q1 et Q4. D'accord? Donc voilà pour la marche
pour la marche vers la droite. D'accord? Maintenant, bon, tout ça, ce sont les appareils de mesure et puis comment va varier donc la tension, est-ce qu'il est positif, le courant, est-ce qu'il est positif. Donc vous voyez dans ce cas que la tension est toujours positive, mais le courant, ça va varier, mais toujours dans le sens positif. Tandis que descente, vous avez le courant qui sera négatif, d'accord? Le courant qui sera négatif et la tension, elle va s'annuler, d'accord? Voilà pour le. En conclusion, donc le modulateur d'énergie doit être réversible en courant. Donc ça, ce sont les exigences que l'on doit avoir sur le variateur de vitesse. Donc si vous avez un variateur de vitesse dans ce cas, il faut que ce variateur de vitesse soit réversible en courant parce que vous voyez très bien que le courant, il a changé de sens. D'accord? Donc il faut que cette énergie-là, l'énergie qui est, parce que vous avez un fonctionnement en génératrice. Lorsqu'on fonctionne dans le cadran 4, on est en fonctionnement génératrice. Et dans ce cas, il faudra bien profiter de cette puissance et l'utiliser d'une manière utile. Il faut soit l'injecter dans le réseau, soit l'utiliser d'une manière utile, charger par exemple des batteries ou la utiliser dans une utilisation qui est bénéfique pour l'utilisateur. Maintenant, pour le déplacement vers la gauche, c'est la même chose, d'accord? C'est la même chose. Ce que vous devez faire dans ce cas, c'est seulement inverser le couple, par exemple, le couple résistant, parce qu'on sait très bien que le couple résistant, c'est un couple qui est constant, mais qui doit changer, il doit changer de sens lorsque on est dans le sens opposé, d'accord? Alors, si vous avez le couple résistant, c'est ça. D'abord, le couple résistant, c'est le couple résistant. Donc, Wahda, il est constant en fonction de la vitesse. On sait très bien que c'est un couple qui n'existe que s'il y a la vitesse, d'accord? C'est pas un couple actif, d'accord? C'est un couple qui est, c'est-à-dire, on a fait de la partie lorsque la vitesse, elle est, pardon, pardon. Donc, il faut faire dans le sens inverse, c'est-à-dire si la vitesse, c'est là, c'est le couple. D'accord? Alors, vous avez le couple résistant, il est constant. Ça, c'est le couple résistant. Et là, vous avez la vitesse de rotation. Donc, le couple, il est positif ici, d'accord? Mais lorsque la vitesse change du sens, ça veut dire là, vous voyez qu'on va changer de sens de rotation. Dans ce cas, le couple aussi, il doit changer de signe, d'accord? Alors, tout va changer de signe, d'accord? Vous avez le couple moteur qui va changer de signe. Vous avez le couple résistant qui va changer de signe. Et on va avoir le même fonctionnement que tout à l'heure. Ça veut dire c'est comme si on commence, d'accord? On commence dès le début, c'est comme si on était ici à gauche, pardon, et on se déplaçait vers la gauche. C'est la même chose que si on commence de la droite et on va vers la gauche. C'est la même chose, d'accord? Donc on aura les mêmes équations et il faudra bien respecter le fait que vous avez le couple résistant qui doit changer, vous avez le couple moteur aussi qui va changer de sens, la vitesse qui va changer de sens et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, si on refait le fonctionnement avec ces considérations-là, donc nous allons avoir les mêmes choses, d'accord? Donc on va commencer de la gauche, de la droite et on va vers la gauche. Alors, comme vous voyez, le couple résistant, il a changé de signe, d'accord? Et puis, nous aurons toujours la même chose, d'accord? Alors, on aura les mêmes équations, d'accord? Alors, tout à l'heure, j'avais le couple moteur, qui est égal à quoi? Est égal au couple résistant, plus J d oméga sur dt, d'accord?
Le problème, c'est que la vitesse que nous avons maintenant, c'est pas la vitesse que nous avons tout à l'heure, mais c'est moins la vitesse que nous avons tout à l'heure. D'accord? Donc ça veut dire que celui-là, lorsqu'on va accélérer, donc la vitesse ne va pas augmenter, mais la vitesse elle va diminuer parce qu'on est avec des signes négatifs. La même chose pour le couple ici, le couple résistant, il est négatif. D'accord? Donc si on regarde ici, vous allez avoir la vitesse, donc elle sera négative et elle sera plus négative. D'accord? Elle sera ici plus négative parce qu'on a une vitesse qui est négative. D'accord? Parce qu'on change du sens de rotation. Tout à l'heure, elle était positive, mais maintenant, elle devient négative. Donc là, vous voyez, c'est la même chose que tout à l'heure. Vous allez avoir la même équation, mais inversée. D'accord? Cm égale à CR plus G d oméga. CR, elle est négative. G d oméga, elle est négatif. D'accord? Mais dans le sens décroissant. D'accord? Ici, dans le sens décroissant. Même si on a accélération. Là, ce n'est pas la décélération. D'accord? Là, ce n'est pas la décélération, mais c'est l'accélération. Mais on est obligé de l'appeler décélération parce qu'on est dans le sens négatif. Il a quand, par exemple, l'accélération, quand on a une vitesse qui est plus négative, dans ce cas, c'est comme si on a la décélération. Mais normalement, ici, on doit écrire c'est accélération dans le sens négatif. D'accord? Donc, la décélération, c'est pas correct. D'accord? Décélération, c'est normalement accélération dans le sens négatif. Parce que dans ce cas, il n'y a pas de décélération. Il a maintenant que la machine, normalement, elle était en arrêt. Quand on arrête, après, il commence à se déplacer. Ça veut dire la vitesse, elle commence à augmenter, mais dans le sens négatif. Alors, j'espère que vous avez bien compris ça. Mais il y a comme une certaine ambiguïté dans la compréhension des équations, parce que il a tout correct, et vous allez avoir la même chose que tout à l'heure. Mais nous, on s'intéresse au fonctionnement dans les quatre cadrans. C'est pour ça que on va rester dans le sens négatif. Alors, on va voir la même chose que tout à l'heure, d'accord? Et puis, lorsqu'on va arriver là, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, la même chose pour décélérer ici, pour décélérer pour avoir la valeur nulle. Le couple, il doit devenir positif dans ce cas. Ça veut dire qu'il doit s'opposer à la vitesse. Et vous avez la même chose que tout à l'heure. On a la même chose que tout à l'heure, mais dans le sens négatif. D'accord? Alors, dans ce cas, pour cette partie-là, par exemple, vous avez la vitesse, elle est négative, le couple, il est négatif. Là, la vitesse, elle est négative, le couple, il est négatif. Et sur cette partie-là, vous avez la vitesse qui est négative et le couple, il est positif. D'accord? Donc, vous avez les mêmes équations que tout à l'heure, mais dans le sens négatif. Alors, s'il vous plaît, la même chose, là, c'est pas accélération. Là, accélération, bon, là, on va des valeurs qui sont négatives vers le zéro, et on dit dans ce cas, mais c'est pas mécanique, c'est pas physique. D'accord? C'est pas physique, c'est mathématique, d'accord? C'est mathématique, mais c'est pas physique. Mais si on veut rester dans le sens physique, on va écrire ici que c'est la décélération. Et de ce côté-là, on a l'accélération. D'accord? Si on veut être physique. Parce qu'il n'y a pas de vitesse négative. Il n'y a pas de vitesse négative. Il n'y a pas de couple négatif. D'accord? Il y a un sens de rotation. Il y a une force qui va dans le sens vers la droite ou là une force qui va vers le sens de la gauche. D'accord? Mais il n'y a pas de... Dans la physique, il n'y a pas de couple négatif, il n'y a pas de vitesse négative, il n'y a pas de courant négatif, il n'y a pas de tension négative, d'accord? Dans la physique. Mathématiquement, oui, on peut dire ça. Et on est obligé de mettre des signes plus et des signes moins. Mais dans la réalité, dans la physique, il n'y a pas de signes plus, il n'y a pas de signes moins. On a la droite, la gauche, la droite ou la gauche, là vers une direction, là vers le sens tel. Ce sont le jargon ou les mots utilisés dans la physique. Mais dans ce cas, puisqu'on utilise des équations mathématiques, on est obligé de passer par décélération. Quelqu'un va me dire, ou là, il va nous dire que normalement, on part de vitesses qui sont négatives vers des valeurs qui sont positives, donc on est dans l'accélération. Mais c'est-à-dire c'est la nomenclature mathématique. Si on veut utiliser la nomenclature physique, on est dans l'accélération, on est dans la décélération. Là, on est dans l'accélération. Alors j'espère que vous avez compris ces choses. D'accord?
On va revoir la même chose pour la tension et pour le courant. D'accord? Donc, on sait que la tension, elle est proportionnelle à la vitesse, presque, et le couple, il est proportionnel à la vitesse. Le couple est proportionnel au courant. Donc, on va tracer la même chose avec le fonctionnement dans les cadrans qui sont donnés par le courant et la tension. Là aussi, on est dans les quatre cadrans, c'est la même chose, d'accord? Soit on met le courant et la tension, soit on met le couple et la vitesse. Alors, s'il vous plaît, faites attention pour ça parce que généralement, dans l'examen, je donne des profils comme ça et je vous demande, par exemple, de tracer le fonctionnement dans les quatre cadrans. Donc, il faut bien savoir tracer, il faut bien savoir tracer les caractéristiques et les ramener dans le plan I, U ou là dans le plan C, la vitesse. D'accord? Alors maintenant, pour les cadrans de fonctionnement, alors on a ici la vitesse qui est négative, on a le couple qui est négatif, ça veut dire on est dans le cadran 4. La même chose pour cette partie-là, on est toujours dans le cadran 4, mais lorsqu'on est là, on passe au cadran 2. D'accord? Le cadran 2, c'est le cadran qui est de ce côté-là. Donc si on prend ici le 1, le 4, et là vous avez le 2. Si on va dans le sens des aiguilles de la montre, 1, 2, 3, 4. Si on va dans le sens inverse, on va mettre 1, 2, 3 et 4. Ça dépend. D'accord? Alors là, donc la machine, lorsqu'on est dans le cadran 4, la machine, elle va fonctionner en moteur. Donc ça, c'est normal. Parce que tous les deux, vous avez le produit de la vitesse mais le couple, c'est positif. Donc on est dans le cadran Q3. Et puis, la même chose pour ce fond. Et puis, à la fin, c'est-à-dire pour cette tranche-là, cet intervalle-là, vous avez la machine qui va fonctionner en frein. Là, il va fonctionner en génératrice. Et de la même manière que ce que nous avons vu tout à l'heure, il faudra bien que le convertisseur qui est utilisé pour commander, pour contrôler le moteur à courant continu, il doit être réversible en courant. D'accord? Pour pouvoir injecter la puissance qui est générée pendant le freinage, soit l'injecter dans le réseau, soit l'utiliser d'une manière utile pour l'utilisateur. Alors dans ce cas, on assure le fonctionnement dans les cadrans 2 et 3. Et avec ce type de fonctionnement, on a balayé les quatre cadrans de fonctionnement, c'est-à-dire le cadran Q1, Q2, Q3 et Q4. Et nous avons vu aussi les différentes grandeurs mécaniques et électriques et comment ces grandeurs-là varient selon l'intervalle choisi. Dans l'accélération, dans la vitesse continue et dans la vitesse en décélération, que ce soit dans le sens positif ou là dans le sens négatif. Là, donc on a assuré le fonctionnement dans les quatre cadrans. Alors si on fait la même chose pour la tension et le courant et puis les appareils de mesure, nous allons voir que à un certain moment, donc là on fait la totalité du mouvement, c'est-à-dire le mouvement vers la droite et puis le retour vers la gauche. Et on va voir comment fonctionne la machine dans les quatre cadrans. D'accord? Donc là, on a fait le tour d'un fonctionnement, déplacement vers la droite, déplacement vers la gauche pour un tapis roulant. Et nous avons vu comment la machine peut fonctionner dans les quatre cadrans pour ce type d'application. Alors maintenant, on va passer à un deuxième exemple. Donc tout ça, ce sont des rappels de ce que nous avons vu. Là, pour les appareils de mesure, ou là pour le fait que le variateur de vitesse doit être réversible en courant, d'accord? Surtout lorsqu'on est dans le cadran, Q2 ou là Q4, d'accord? Donc là, on est dans le cadran Q1, il n'y a pas de problème, donc le moteur il va fonctionner en moteur. Lorsqu'on va passer au cadran Q4, donc il y a
le courant qui va inverser de sens. D'accord? Alors, comme on avait expliqué dans la commande de la machine à courant continu, soit le variateur que vous avez ici, c'est un redresseur, et ce redresseur-là, il doit être fonctionné en onduleur. Dans le cas où vous avez injection, par exemple, le courant dans le réseau, donc il doit fonctionner en onduleur. Alors, si vous allez monter, par exemple, là par un hacheur, ça c'est autre chose, d'accord? Si vous allez monter par un hacheur et que vous voulez injecter dans le réseau, vous allez toujours avoir besoin d'un onduleur. Donc, vous pouvez placer ici un hacheur, mais vous devez placer un onduleur à gauche de notre hacheur pour pouvoir injecter la puissance le moteur dans le réseau. Ça, c'est dans le cas où vous avez utilisé, par exemple, un hacheur. Si vous avez utilisé un redresseur, alors, ce redresseur-là, il doit être réversible en courant. Et dans ce cas, comme on a vu la dernière fois, par exemple, un pont tout thyristor. Un pont tout thyristor, il assure le fonctionnement dans le cadran 1 et le cadran 4. Là, le cadran, parce qu'il n'assure pas l'inversion le courant, mais il assure l'inversion de la tension. Donc, un pont tout thyristor, il ne peut pas assurer donc l'inversion des courants. Il peut assurer l'inversion de la tension, mais pas l'inversion des courants. Et pour assurer le fonctionnement là, on peut par exemple avoir soit un commutateur ou avoir un double pont. Donc vous pouvez avoir deux ponts tout thyristor qui sont montés en opposé. Et dans ce cas, on peut assurer le fonctionnement dans les quatre cadrans. D'accord? Comme nous avons vu dans l'introduction, le chapitre introduction, nous avons vu que si vous avez deux ponts tout thyristor qui sont montés en opposé, ils assurent le fonctionnement dans les quatre cadrans pour le moteur à courant continu. Donc là, notre variateur qui est là, il doit assurer les deux inversions. Il doit assurer l'inversion de la tension et l'inversion du courant. Et comme j'ai dit, le cas d'un double pont, tout est restaure, il peut assurer donc ce fonctionnement-là. D'accord? Alors, si vous avez un pont de diode, il n'y a pas de possibilité, d'accord? Si vous avez un pont de diode, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'inversion ni de la tension ni du courant. D'accord? Alors, pour un pont donc un pont avec diode, il n'y a pas de possibilité, d'accord? Donc il y a seulement le fonctionnement dans le cadran 1, d'accord? Donc il n'y a pas de possibilité de travailler dans le cadran Q4 par exemple, d'accord? Alors si vous avez un pont mixte, c'est la même chose. Si vous avez un pont mixte, il n'y a pas de possibilité d'inverser. Vous avez la possibilité de faire varier la tension, mais vous n'avez pas la possibilité d'inverser le signe de la tension, d'accord? La tension, dans ce cas, elle peut varier de 0 jusqu'à la valeur maximale, d'accord? Mais il n'y a pas de possibilité d'inverser dans le sens négatif. Donc, ça veut dire, dans ce cas, le courant il est toujours dans unidirectionnel parce que le courant ne peut pas s'inverser ni pour les thyristors ni pour les diodes. Et dans ce cas, le seul cadran de fonctionnement possible, c'est le cadran 1. Maintenant, si vous mettez un pont tout thyristor, vous avez la possibilité de fonctionner dans le cadran Q1 et le cadran Q2. D'accord? Parce que vous avez la possibilité d'inverser la tension, mais vous n'avez pas la possibilité d'inverser le courant. Donc, les seuls cadrans de fonctionnement dans ce cas, c'est les cadrans Q1 et Q2. D'accord? Donc, si vous augmentez l'angle d'amorçage et qu'il soit supérieur à l'angle 90, donc vous assurez une tension qui est négative. Et dans ce cas, vous allez travailler dans le cadran Q2. Voilà pour le pont tout thyristor. Un seul pont tout thyristor. Maintenant, si vous avez soit un commutateur, comme j'avais dit tout à l'heure, soit un commutateur, soit tout à l'heure nous allons voir un pont,
un double pont, mais dans ce cas, vous avez un commutateur qui permet de permuter les phases d'IL هذا. D'accord? Alors maintenant, si on regarde ici, vous avez un pont mixte. Alors le pont mixte, qu'est-ce qu'il fait normalement? Il fonctionne uniquement dans le cadran Q1, un pont mixte. Alors maintenant, lorsque vous faites un commutateur, qu'est-ce que vous faites? Lorsque vous faites un commutateur, vous inversez uniquement, vous inversez et la tension et le courant. D'accord? Vous inversez et la tension et le courant, parce que lorsque vous permutez les deux phases, vous allez permuter la tension, mais en même temps, vous allez permuter le courant. Donc ça veut dire que vous allez travailler ici. D'accord? Donc il n'y a pas de possibilité de travailler ni dans le cadran Q2, ni dans le cadran Q3. D'accord? Donc lorsque vous faites ici un commutateur, alors regardons par exemple, euh, si je permute les deux phases, ça veut dire la phase qui est là, elle sera là, d'accord? Ça veut dire que je vais fermer celui-là. Donc le courant, il peut aller de ce côté-là, d'accord? Il peut passer par là, d'accord? Et puis la tension, elle est comment? La tension, la tension, elle est négative. Alors maintenant, si vous voulez permuter le courant, alors normalement le courant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir de là, d'accord? Oui, il va passer par là, d'accord? Si je ferme celui-là, et puis il va par là, d'accord? Et puis il va sortir de là, il va revenir par ici, et puis il va passer par ici, d'accord? Et aller dans ce côté-là. Mais dans ce cas, comme j'avais dit, vous allez permuter et le courant et la tension. Donc si vous permettez le courant et la tension, donc vous allez travailler dans le cadran Q3. Voilà, donc le cadran Q et le cadran Q3. Ce sont les cadrans du fonctionnement que l'on peut avoir si on a un pont mixte avec des commutateurs. D'accord, c'est ce que j'ai tracé ici, d'accord. Voilà. Donc le montage fonctionne dans deux cadrans, ça veut dire le cadran Q1 et le cadran Q3. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas moyen de faire le freinage ni de travailler en générateur. Maintenant, si je prends un pont tout et restore, si je prends un pont tout et restore avec un commutateur, tout à l'heure nous avons dit que il peut fonctionner dans le cadran Q1 et le cadran Q2, d'accord? Q2. Parce que ça, c'est le fonctionnement d'un pont tout et restore. Alors maintenant, si vous ajoutez le fait que vous avez ici un commutateur, donc vous allez commuter celui-là et vous allez avoir le fonctionnement dans le cadran 3. Si vous commutez le 2, vous allez travailler dans le cadran 4. Donc ici, dans ce cas, on a la possibilité de travailler dans les quatre cadrans. On a la possibilité de travailler dans les quatre cadrans parce que le commutateur, il va commuter soit Q1 ou là, il peut commuter le Q2. Donc si vous commutez le Q1, vous allez commuter et le courant et la tension, ça veut dire le courant était positif, la tension était positive, donc on sera dans le cadran 3. Si vous êtes sur le cadran Q2, vous allez commuter, donc ça veut dire le courant il est comment? Le courant il est positif, il va devenir négatif. La tension elle était négative, elle va devenir positive, ça veut dire on peut travailler dans le cadran 4. Alors, avec un pont tout est restore et un commutateur, on assure le fonctionnement dans les quatre cadrans. Voilà. On peut faire appel aussi à un double pont. J'ai dit un double pont et un double pont tout est restore. Il va assurer le fonctionnement aussi dans les quatre cadrans. Et c'est ce qu'on a ici dans ce cas. Donc vous avez un pont, un double pont, tout est restore. Donc un pont, le pont 1 par exemple, il va assurer le fonctionnement dans le cadran 1 et le cadran 2. D'accord? Et le pont qui est là, il va assurer le fonctionnement dans le cadran 3 et le cadran 4. Voilà. Donc le pont 1, il va assurer le fonctionnement dans le cadran Q1 et le cadran Q2. Et le pont 2, il va assurer le fonctionnement dans le cadran 3 et le cadran 4. Donc voilà pour le fonctionnement de notre variateur.
si on a un pont, un double pont tout thyristor. S'il vous plaît, il faut savoir quand est-ce que la tension change de signe, quand est-ce que le courant change de signe. Il faut savoir qu'un thyristor n'accepte pas de courant inverse, une diode n'accepte pas de courant inverse, le courant il doit toujours être direct, et ainsi de suite. Toutes ces choses-là, normalement, vous devez les connaître et les savoir. D'accord? Donc, notre montage qu'on a ici, notre variateur, il fonctionne dans les 4 cadrans et il est réversible en tension et en courant. Et ce variateur-là, il peut être utilisé dans l'exemple que nous avons étudié tout à l'heure, c'est-à-dire un convoyeur ou un tapis roulant et qui peut assurer le déplacement à droite et le déplacement vers la gauche. Et comme vous avez vu, dans le déplacement vers la droite et le déplacement vers la gauche, on a le changement le signe de la vitesse et on a le changement aussi le signe le couple. Dans ce cas, on a réversibilité de la tension et réversibilité du courant. Alors, dans le cas où on remplace la machine à courant continu par un courant alternatif, ça veut dire au lieu d'utiliser un moteur à courant continu, on utilise un moteur asynchrone par exemple. Alors, dans ce cas, on doit utiliser donc des onduleurs. Alors, si vous regardez par exemple le cas où vous avez un onduleur avec un redresseur normalement, ici vous avez un redresseur et puis vous avez un onduleur, c'est normalement le montage qu'on a, le montage usuel, le montage pratique qu'on a. Généralement, vous avez un redresseur pour avoir une tension continue et puis vous avez l'onduleur qui va assurer le fonctionnement, qui va assurer le rôle de le variateur pour le moteur asynchrone. Alors, si on regarde dans ce cas, on va voir quels sont les cadrans de fonctionnement, par exemple. Donc là, on peut, par exemple, la vitesse, elle peut être ajustée par action sur la fréquence de la tension. Donc, si par exemple, je veux faire varier la vitesse, je peux faire varier la fréquence de l'onduleur. Et la fréquence de l'onduleur, il va assurer donc la variation de la vitesse de le moteur asynchrone. D'accord? Et on peut assurer le contrôle le couple en agissant sur le courant, comme dans la machine à courant continu. C'est la même chose. Et ça, on va le voir lorsqu'on va étudier la machine asynchrone. On va voir que pour agir sur le couple moteur, on peut agir sur le courant statorique. D'accord? Mais nous allons voir donc quelles sont les techniques et quels sont les types de contrôle à installer pour un moteur asynchrone. Alors, si vous regardez dans ce cas-là, déjà, vous avez le sens le courant, il est unique. D'accord? Donc, pour le couple, il n'y a pas moyen, pour ce schéma-là, pour le couple, il n'y a pas moyen de faire inverser le couple. D'accord? Parce que le courant, il est tout le temps unidirectionnel, il va dans ce sens. D'accord? Et si le courant ne peut pas s'inverser ici, d'accord? Le courant ne peut pas s'inverser dans la partie continue. Donc, sur la partie continue, il n'y a pas moyen d'inverser le courant d'alimentation. D'accord? Le courant, il est toujours positif et il va toujours dans ce sens. D'accord? Alors, la machine fonctionne en moteur. L'inversion de sens de rotation est assurée par la convertisseur Émilie en inversion de phase. D'accord? Donc, dans le cas où vous avez ici donc, le convertisseur, ça veut dire que vous avez la technique Émilie, ça veut dire la modulation de largeur d'impulsion. Alors, vous avez la possibilité d'inverser la tension. Vous avez la possibilité d'inverser la tension. Et en inversant la tension dans ce cas-là, parce qu'ici, on est dans les courants alternatifs, vous avez la possibilité aussi d'inverser le courant. Le courant le moteur, le courant du stator. Et dans ce cas, donc, on peut aller dans le cadran 4. D'accord? On peut aller dans le cadran 4. Alors, pour assurer, tout à l'heure, j'avais dit que le courant dans la partie continue, il ne peut pas aller dans ce sens, d'accord? Il ne peut pas passer par le redresseur, parce que dans le redresseur, vous avez des diodes, et les diodes, donc, on ne peut pas assurer un courant positif dans ce sens, mais pour contourner ce problème-là,
qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter des résistances. D'accord? On peut ajuster des résistances de dissipation. Comme pour le moteur, lorsque nous avons parlé du freinage et le moteur à courant continu, nous avons dit que pour le hacheur, on peut placer des résistances de dissipation pour contourner ce problème le courant ne peut pas s'inverser dans la diode. Donc, lorsque le courant s'inverse, d'accord, dans l'onduleur, parce que l'onduleur, il peut assurer l'inversion de la tension, il peut assurer l'inversion de le courant, mais le courant ne peut pas aller dans le réseau, d'accord? Le courant ne peut pas aller dans le réseau, donc le seul moyen pour travailler dans les quatre cadrans, c'est d'avoir ici, d'accord? C'est d'avoir ici une résistance qui va dissiper l'énergie. Donc, parce que les diodes que vous avez là, ils permettent l'inversion du courant, par exemple, dans le moteur asynchrone. Alors, le courant qui vient par ici, oui, il ne peut pas s'inverser pour les transistors, par exemple, mais vous avez ici des diodes qui vont assurer la circulation le courant dans le sens inverse. D'accord? Alors, ce courant-là, donc, il peut venir de ce côté-là, d'accord? Il peut passer par les diodes et il peut s'inverser dans ce sens-là, mais il ne peut pas aller vers le réseau, il ne peut pas aller dans le redresseur, mais il peut être dissipé, par exemple, dans des résistances de dissipation. Alors, puisqu'on a, avec la méthode Emily, on a la possibilité d'inverser la tension, d'accord? Et avec les diodes qui sont montées en tête bêche avec les transistors que vous avez là, on a la possibilité d'inverser le courant. Donc, on peut travailler dans les quatre cadrans. Donc, possibilité d'inverser le courant, possibilité d'inverser la tension, mais avec la condition, c'est que on doit placer, par exemple, une résistance de dissipation ici. Sinon, il n'y a pas moyen, d'accord? Sinon, il n'y a pas moyen. Sinon, à le courant inversé, qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas? Il va charger la capacité qui est là. D'accord? Il va charger la capacité qui est là, mais ce n'est pas quelque chose d'utile. D'accord? Alors voilà pour le premier exemple. Le premier exemple que nous avons vu, c'est le c'est le tapis roulant, c'est un convoyeur, c'est un porte-charge, etc. Maintenant, l'exemple que nous allons voir, c'est le monte-charge. Nous allons voir la montée et la descente d'un monte-charge et nous allons voir les équations de la vitesse, le couple, le courant et la tension. Et nous allons voir aussi le fonctionnement dans les quatre cadrans. Alors pour notre cas, le système, il va comprendre un moteur, c'est comme un ascenseur. Donc vous avez un moteur et puis vous avez un tambour, ou là vous avez un treuil qui va assurer donc la montée de la charge et vous avez un contrepoids. D'accord? Un contrepoids, le contrepoids, qu'est-ce qu'il fait normalement? Il doit balancer, il doit équilibrer donc la charge que vous avez ici. Donc ça, c'est normalement ce qu'on trouve dans les treuils, par exemple, là dans les grues. Vous avez généralement un contrepoids qui permet de s'opposer au poids de la charge que l'on doit déplacer. Donc dans ce cas, vous avez un moteur, vous avez un contrepoids. Le contrepoids ne nous intéresse pas, mais généralement, donc, il est là, d'accord, dans les équations de monte-charge. Et puis vous avez la charge qui nous intéresse. Alors vous avez ici donc le P qui est le poids. Et c'est la force qui va créer ici donc le couple résistant qui est là. Le couple résistant qu'on va retrouver ici, c'est un couple actif. Vous vous rappelez, lorsque nous avons parlé de le couple actif, c'est quoi? Dans ce cas, ça serait mg, d'accord, qui est la force de la pesanteur, la force de le poids, fois quoi? Fois le rayon de le treuil. Le treuil que vous avez ici, donc il a un certain rayon. Et vous avez le couple résistant actif que l'on va récupérer sur le treuil, c'est la force de la pesanteur fois mgr. D'accord? Alors, le couple normalement résistant qu'on a ici, donc vous avez les deux, parce que vous avez ici le contrepoids et vous avez la charge. Alors, si j'appelle celui-là M, grand M, et si j'appelle celui-là petit m, d'accord? Alors, normalement, le couple résistant total qu'on aura ici, ça serait quoi? Ça serait M moins M
parce qu'ils sont, d'accord, ils sont opposés. Donc M, grand M moins petit m fois G fois R. C'est le couple résistant que l'on doit avoir. Le couple résistant total que l'on doit avoir, c'est head M, grand M, moins petit m, d'accord, fois J fois R. Il faut savoir, il faut voir quelle est la relation entre M et R. Je confirme les kbir, je confirme les sgher. Mais ça, on va le voir dans les détails de notre exercice, de notre application. Alors, vous avez un moteur continu, vous avez un réducteur de vitesse, vous avez un treuil, et puis vous avez un contrepoids et vous avez la charge à soulever. D'accord? Alors, pour le système est capable, d'accord, de descendre la charge et il est capable aussi de la faire monter. D'accord? Donc, le système, il est capable de monter une charge et il est aussi capable de descendre la charge. D'accord? Donc, voilà notre système. D'accord. Alors, lorsque le moteur monte ou descend, la charge à vitesse constante, on a, d'accord? Si on travaille à vitesse constante, on a le couple moteur qui est égal au couple résistant. Lorsqu'on est à vitesse constante, d'accord? On a le couple moteur qui est développé par le moteur. Il est égal au couple résistant qui est développé par les deux masses que vous avez ici. Donc, la masse le contrepoids et la masse utile, donc, à laquelle on s'intéresse. Alors, dans les phases de changement de vitesse, une énergie cinétique apparaît. Donc, ça veut dire ce terme-là, G d oméga sur dt, qui est le couple dynamique qui va s'ajouter au couple résistant. D'accord? Alors, cette énergie peut se caractériser par un couple appelé couple dynamique et ainsi de suite. D'accord? Tout ça, on l'a fait. D'accord? Donc, vous avez l'équation de notre mouvement. D'accord? Alors, dans ce cas, le couple c'est normalement un couple actif, d'accord? Mais pour ce couple-là, on peut ajouter encore, donc si on veut, un couple de frottement, d'accord? Un frottement sec, d'accord? Qu'on va appeler donc CF par exemple, d'accord? Et ce CF-là, il va s'ajouter à quoi? Il va s'ajouter au couple actif que l'on a ici, d'accord? Généralement, dans toutes les façons, on aura un couple qui est constant. Parce qu'on sait bien que le couple de frottement sec, il est constant. Le couple actif Mg fois R, il est constant. Donc finalement, on aura un couple qui est un couple résistant qui est constant. D'accord? Quelle que soit la vitesse de rotation. Alors, le comportement de charge pour... alors, comportement de la charge pour différents cas. Alors maintenant, on a la quantité du mouvement. Donc, vous connaissez la quantité du mouvement. La quantité du mouvement, c'est quoi? C'est la force fois la vitesse. Là, vous avez, bon, c'est la puissance. La puissance, c'est la force fois la vitesse. La puissance, c'est la force fois la vitesse. D'accord? Alors, soit vous avez F fois V, c'est la vitesse rectiligne, soit vous avez C fois oméga, avec oméga, c'est la vitesse de rotation. D'accord? C'est la même chose. Donc, vous avez la puissance, c'est la somme d'L F fois V. D'accord? Avec F, c'est les forces, et V, c'est la vitesse rectiligne. Parce que dans ce cas, vous avez le poids, il va se déplacer d'une manière qui est rectiligne. La même chose pour le contrepoids. Voilà. Alors maintenant, pour la montée, d'accord? Si on est dans la montée, d'accord? Vous avez maintenant la masse, le contrepoids et la masse M. Supposons qu'on est dans la montée et que vous avez la masse d'L
la masse, d'accord? Et puis le contrepoids, vous avez la masse de notre objet, et le supérieur à la masse du contrepoids. D'accord? C'est comme si vous avez, dans ce cas quoi, vous avez M, grand M, moins petit m. D'accord? Donc, ils sont équivalents à une seule masse. Donc, la valeur de la masse, c'est quoi? C'est grand M moins petit m. D'accord? Alors maintenant, pour soulever de la masse totale, qui est la masse équivalente, le moteur doit se comporter en moteur. Le moteur doit se comporter en moteur parce que c'est la seule manière de faire monter notre charge, c'est que le moteur doit fonctionner en moteur. Lorsqu'on est en montée, d'accord? Alors vous avez la force, Diana a dit, la force équivalente totale, il va se diriger vers le bas parce que c'est quoi? C'est la différence d'elle, la masse de la charge, moins la masse de le contrepoids fois G, d'accord? Parce que la force, elle est vers le bas. D'accord? La force totale, la force équivalente totale, elle est vers le bas. Donc, pour la contrecarrer, le moteur doit appliquer une force motrice pour faire monter la masse. D'accord? La masse équivalente. Donc, dans ce cas, vous avez la force qui doit être appliquée par le moteur. D'accord? La force d'entraînement. D'accord? Donc, la charge oppose un couple résistant. D'accord? Et le couple résistant, dans ce cas, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est quoi? C'est MCH moins MCP fois G fois le rayon d'IL, le treuil. Alors maintenant, on est toujours dans la montée, mais on va supposer l'inverse. On va supposer que la masse d'IL, le contrepoids, elle est supérieure à la masse de notre charge. Voilà. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on aura? On aura de la monte-charge, on aura le contrepoids, c'est lui qui va faire monter la charge. Le contrepoids, il a une masse qui est supérieure à la masse de la charge, donc ça veut dire que c'est lui qui va assurer la montée de la charge. Et dans ce cas, notre moteur ne doit pas fonctionner en moteur. Bon, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé de fonctionner en moteur parce que vous avez déjà la masse et le contrepoids qui va assurer le couple moteur. Parce que dans ce cas, on aimerait faire monter la charge et le contrepoids, puisqu'il a une masse qui est supérieure à la masse le moteur, à la masse de la charge à faire monter. Dans ce cas, la force le contrepoids, c'est elle qui va faire monter la masse qu'on a ici. Et notre moteur, qu'est-ce qu'il va? Il peut fonctionner en génératrice dans ce cas. D'accord? Il peut fonctionner en génératrice parce que le contrepoids, il va entraîner le moteur et entraîner la charge aussi. Donc, dans ce cas, vous avez la force, il va vers le haut. Ça veut dire que c'est la force d'IL, les deux charges qui sont là. La force équivalente, il va aller vers le haut. Ça veut dire le contrepoids, il va assurer la montée de la charge. Donc, dans ce cas, vous voyez que la charge, elle est entraînante. D'accord? La charge, elle est entraînante. Ça veut dire, dans ce cas de la charge, il peut entraîner aussi le moteur, même si on est en montée. Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est de la charge à aider, d'accord? Mais c'est le contrepoids. Mais la charge équivalente totale, la charge équivalente, ça sera une charge qui est entraînante. Alors maintenant, supposons qu'on est en descente. Alors on a de la même façon deux cas. D'accord? Alors supposons que notre charge, il a une masse qui est supérieure à la masse le contrepoids. D'accord? Alors dans ce cas, lorsqu'on est en descente, vous avez de la charge à dire, c'est elle qui va assurer le mouvement. La charge qui est là, c'est elle qui va assurer le mouvement parce que c'est elle qui est en descente. D'accord? Alors puisqu'il est en descente, ça veut dire que c'est une charge qui est entraînante. Donc, il peut entraîner le moteur et dans ce cas, notre moteur peut fonctionner en génératrice. D'accord? Alors, le deuxième cas, ou le quatrième cas, c'est lorsque vous avez le contrepoids qui a une masse qui est supérieure à la masse de notre charge. Alors, supposons maintenant que on aimerait faire descendre de la masse à dit. Voilà, qu'est-ce qu'il va faire de la masse de contrepoids? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de soulever la masse qu'on a ici, la charge. Et dans ce cas, notre moteur, il doit fonctionner en moteur parce qu'il doit entraîner, ça veut dire il va
entraîner tout ça vers le bas. Ça veut dire qu'il doit exercer une force qui est opposée à la force de la charge que vous avez ici. Alors vous avez Hadi, il va vers le bas, d'accord? Celle-ci, normalement, il va vers le haut, d'accord? Alors qu'est-ce qu'il va faire le moteur, lui, pour faire descendre de la charge Hadi? Il doit ajouter un couple moteur pour faire descendre la charge qui est là. Alors dans ce cas, notre moteur doit fonctionner en moteur, d'accord? Donc la charge oppose un couple résistant. Donc lorsque la charge oppose un couple résistant, notre moteur doit fonctionner en moteur. Lorsque, je répète, lorsque la charge oppose un couple résistant, ça veut dire que notre moteur, il doit fonctionner en moteur. Lorsque la charge est entraînante, ça veut dire que c'est elle qui entraîne le mouvement, notre moteur, il va fonctionner en frein ou là, en générateur. D'accord? Donc voilà comment on explique le principe de fonctionnement de notre système. Je fais ça. Bon, conclusion. Si F et V sont de même sens, d'accord? Ça veut dire dans ce cas, la charge, il va opposer donc un couple résistant. Donc le produit scalaire FV est positif, d'accord? Comme le couple C fois oméga qui est positif. Dans ce cas, la charge il est résistante, d'accord? Mais dans le cas où vous avez la force, la vitesse, ça veut dire je parle de la force de la masse. Si la force de la masse et V sont de sens contraire, opposé, alors dans ce cas, vous avez la masse ou la charge qui est entraînante. Et dans ce cas, notre moteur va fonctionner en frein ou là en génératrice. D'accord. Nous allons étudier donc les différentes grandeurs dans le cas où la masse de la charge est supérieure à la masse dès le contrepoids. Alors vous avez donc le fonctionnement, on est dans la montée. Alors si on est dans la montée dans ce cas, alors vous avez la masse, la vitesse V, donc elle est dans ce sens, d'accord? Et puis vous avez la masse, elle va vers le bas, d'accord? Et puis vous avez la force totale, donc il va vers le bas, d'accord? Et puis vous avez F total, c'est M, CH moins MCP fois le G, donc ça va vers le bas. Donc ça veut dire il va s'opposer au mouvement. On essaye de faire monter la charge, d'accord? Mais la charge il s'oppose au mouvement et dans ce cas le moteur va fonctionner en moteur. Alors l'action résultante des masses aboutit à une force F. VF sont de sens contraire. La charge est résistante, d'accord? Le couple résistant est positif dans ce cas, d'accord? Et dans ce cas, on a le fonctionnement suivant, d'accord? Alors, puisque le moteur va fonctionner en moteur, parce qu'il n'y a pas moyen de faire monter la charge que si le moteur fonctionne en moteur, d'accord? Alors, dans ce cas, comme tout à l'heure, si on fait la même chose, d'accord? Vous avez un saut pour le couple, vous avez le couple résistant, d'accord? Vous avez le couple CR qui est le couple donc هنا زدنا واحد le couple CF ديال les forces ديال الفرottement. ولكن نقدروا نحيدوه ماشي مشكل parce que c'est normalement il est négligeable devant CR qui est le MGR, d'accord? Donc le CR هو le MGR وهنا كاين واحد le couple ديال le frottement ماشي مشكل نخليوه ولا نزيدوه, il n'y a pas de problème. D'accord? Et puis vous avez le couple moteur, c'est la somme ديال, pardon, je reviens en arrière. Alors, vous avez le couple moteur, c'est la somme des deux, d'accord? Les sommes des trois, si vous voulez. Vous avez le couple de frottement, vous avez le couple actif, et puis vous avez le couple dynamique, d'accord? Alors, le couple dynamique, dans ce cas, c'est une constante parce que c'est la dérivée de la vitesse, qui est l'accélération. Et là, vous allez avoir le couple moteur, d'accord? Vous allez avoir le couple moteur, qui est la somme des trois
couple résistant. Et lorsque la vitesse, ça veut dire lorsqu'on fait la montée avec une vitesse qui est constante, lorsqu'on fait la montée avec une vitesse qui est constante, là, le couple va diminuer parce qu'on va se débarrasser, le couple dynamique parce que dans ce cas, vous avez l'accélération qui est nulle. Et puis, vous avez ici le fonctionnement à vitesse qui est constante. Alors maintenant, si on arrive vers le haut et qu'on décélère pour arrêter la masse, on aura les moteurs suivants. S'il vous plaît, dans ce cas, il faut faire attention. Lorsque on arrive vers le haut, d'accord, vous avez quoi? Vous avez le couple dynamique qui va devenir négatif parce qu'on doit décélérer pour arrêter la machine. Donc, on est en décélération, ça veut dire le J d oméga sur dt, il va devenir négatif, d'accord? Mais à ce couple négatif, il faut ajouter quoi? Il faut ajouter le couple actif qui est le MGR, d'accord, plus MGR, plus le couple de frottement sec, d'accord, MGR, plus CF, frottement sec, d'accord. Et puis vous avez un terme que j'ai dit, c'est un terme qui est négatif, qui est le couple dynamique, G d oméga sur dt, parce qu'on est en phase de décélération. Alors maintenant, il faudra faire l'étude, d'accord? Est-ce que le sin au moins qu'on a ici, la valeur qui est là, est-ce qu'il est supérieur à la ou là, est-ce qu'il est inférieur? Donc, il a quand le sin au moins inférieur à la donc on aura toujours un couple moteur qui est positif, d'accord? Ça veut dire le moteur, il va fonctionner en frein, mais si il va fonctionner en frein, il va freiner, mais en diminuant la tension, d'accord? On diminue la tension, par exemple, jusqu'à l'arrêt total de la masse. Si, dans l'autre cas, vous avez la dérivée de Gd oméga sur dt qui est supérieure en valeur absolue à mgr plus cf, dans ce cas, on aura un couple moteur qui est négatif. D'accord? Dans ce cas, il faut voir. Donc, on a deux cas dans ce cas. D'accord? On a deux cas. Alors, vous voyez, par exemple, dans le cas qu'on a ici, on a supposé que le MGR plus CF il est supérieur à la valeur absolue de la valeur négative que vous avez là. Donc, ça veut dire que le couple moteur, il va rester positif. C'est pas comme tout à l'heure, vous vous rappelez, lorsqu'on avait le fonctionnement dans le tapis roulant, nous avons ici un couple moteur qui devient négatif parce que le couple actif, le couple de frottement. D'accord? Le couple de frottement, le couple actif. Alors, le couple actif, il est toujours positif. Le couple actif, il est toujours positif. Le couple de frottement, il peut changer de sens. Par exemple, si la vitesse change de sens, le couple de frottement peut changer de sens. Mais le couple actif, il ne change jamais de sens. D'accord? Il reste toujours positif, il a toujours la même valeur, il ne dépend pas de la vitesse. D'accord? C'est pour cela que, dans ce cas, on a gardé un couple moteur qui est positif parce qu'on a supposé que le MGR plus CF il est supérieur à la valeur absolue le couple dynamique G de oméga sur dt. D'accord? Mais pour assurer l'arrêt total le moteur, donc dans ce cas, on peut par exemple diminuer la tension le moteur jusqu'à 0. Et dans ce cas, on va arrêter le fonctionnement qu'on a ici. Ou là, parce que si vous avez par exemple la masse pour ne pas toucher, par exemple ici, parce qu'il ne doit pas toucher, on ne doit pas arrêter le moteur, parce que le moteur, il doit toujours faire face à quoi? Le moteur, il doit toujours assurer l'équilibre pour que la vitesse s'arrête dans ce cas. Il faut toujours assurer donc l'égalité de CM, d'accord, égale à MGR plus le couple de frottement. Donc le couple moteur, il doit toujours assurer le MGR. باش تبقى لنا هاد la masse en équilibre. D'accord? باش تبقى لنا هاد la masse en équilibre, il faut toujours que le couple moteur soit égal à MGR. D'accord? Donc voilà pour ce cas-là. Alors j'ai dit que le terme ADA il est négatif, d'accord? Mais ce terme-là il est positif et ce terme-là aussi il est positif.
Voilà. Alors, cas où la masse de la charge est supérieure à celle du contrepoids, mais dans ce cas, on est en descente. D'accord? Donc, la masse la charge, elle est supérieure à celle-ci, mais on est en descente. Alors, si on est en descente, vous avez maintenant le couple هذا, il est entraînant. Vous avez la force هذه, elle est entraînante. هذه ما محتاجاش ندورها بالموتور, براسها il va descendre, d'accord? Alors, s'il va descendre d'elle-même, ça veut dire que c'est une masse qui est entraînante, c'est une charge qui est entraînante. Et dans ce cas, pour contrôler le mouvement, le moteur ne doit pas fonctionner en moteur, mais il doit fonctionner en générateur. Ça veut dire que le moteur, il doit être un couple résistant pour la charge. Le moteur, maintenant, il va se comporter en couple résistant pour la charge. La charge radiale tête, qu'est-ce qu'il va faire le moteur? Il doit assurer comme un couple résistant qui doit normalement arrêter ou là, qui doit s'opposer au mouvement de la masse pour équilibrer le mouvement ou là, pour contrôler le mouvement. D'accord? Alors, dans ce cas, vous avez la masse, elle est entraînante et vous avez notre moteur qui doit fonctionner en générateur ou là, en frein. D'accord? Alors, obligatoirement, dans ce cas, notre moteur doit fonctionner en générateur. Donc là, vous voyez que dans ce cas-là, avant, je reviens. Voilà. Alors maintenant, vous avez donc normalement le courant qui doit s'inverser, d'accord? Vous avez le couple résistant, d'accord? Il est toujours positif. Vous voyez que le couple actif, il n'a pas changé de signe, tandis que le couple de frottement, il a changé de signe, d'accord? Vous avez le couple résistant actif, il ne change pas de signe, d'accord? Il est toujours dans le même sens, tandis que le couple actif, il a changé de sens, d'accord? Parce qu'il dépend de la vitesse. Si la vitesse change de sens, le couple de frottement sec doit changer aussi de signe, comme nous avons vu dans le premier exemple. D'accord? Alors maintenant, le cas qu'on a ici, d'accord? Le moteur, lorsqu'on est en descente, si par exemple on veut accélérer, le moteur le moteur qu'on a ici, il peut se comporter en moteur. Mais normalement, dans le cas normal, il doit tout le temps se comporter en générateur. Mais au début, pour l'accélération, ça veut dire si on veut accélérer, ouais, l'accélération est toujours là, mais on peut contrôler l'accélération, d'accord? Ça dépend aussi de le MGR qu'on a ici, donc la valeur de le MGR. Alors regardez ici, le couple moteur qu'on aura, le couple moteur, ce sera toujours la somme des lèches. Le couple résistance CR plus le couple CF qui est devenu négatif plus G de oméga sur dt qui est aussi devenu négatif. Alors la somme des trois, ça va nous donner le couple moteur. Alors la vitesse aussi, donc il va dans le sens inverse. La vitesse va changer de sens. Voilà. Alors voilà. Alors maintenant, s'il vous plaît, on est dans le. Yallah, bdina la descente. Yallah, bdina la descente, d'accord? Alors, c'est la continuité ديال داكشي اللي كان قبل, d'accord? ديال بحال la montée en بحال la montée, d'accord? C'était la montée. D'accord? Alors maintenant, on est là. Voilà, on est là, on est en montée, d'accord? On est là. Et puis maintenant, هادشي كامل là en montée, d'accord? Maintenant, on sera en descente. Voilà, alors maintenant, on sera en descente avec une vitesse qui est constante. Et là, vous voyez que le couple, il a changé de sens. D'accord? Là, on va se comporter en générateur. Là, on va se comporter en générateur. Là, vous voyez le couple moteur, il est positif, tandis que la vitesse, il est négative. Ça veut dire que notre moteur fonctionne en génératrice. Et dans ce cas, il doit s'opposer. D'accord? Il doit s'opposer au mouvement. Alors, si vous prenez maintenant le couple moteur Diana, le couple dial CR qui est aussi un couple moteur, d'accord? Parce que le couple que vous avez là, le couple CR, donc il va pousser vers le bas, d'accord? On a le couple moteur Diana Wahada.
la vitesse, elle va dans le sens inverse, elle est là, d'accord? Et puis vous avez le couple de frottement, c'est celui-là. Le couple de frottement, il va toujours dans le sens de la vitesse, d'accord? Et puis finalement, vous avez le couple moteur CM, c'est la somme des trois. CF plus CR plus GD oméga sur DT dans ce cas qui est nul, d'accord? GD oméga sur DT, elle est nulle parce que vous avez la vitesse, elle est constante. Ah. Donc le couple moteur dans ce cas est égal au couple résistant moins plus CF, d'accord? Plus CF, mais CF dans ce cas, il est négatif. Et dans ce cas, vous avez le CR, et là je fais le CR, ou l'équivalent. D'accord? CR en valeur absolue, ou l'équivalent. CR il est supérieur à CM. D'accord? Le couple moteur, maintenant, c'est le couple CR. Tandis que le couple CM, il devient un couple résistant. Ça veut dire que notre machine, il va fonctionner en générateur dans ce cas, ou là en frein. Et finalement, on a la décélération pour l'arrêt final de la machine, d'accord? Donc la tension va s'annuler presque, et vous avez donc la vitesse qui va s'annuler, et vous avez le jet des oméga sur dt qui va devenir positif parce que vous avez la vitesse qui est dans le sens négatif, et maintenant il va vers le sens positif. Ça veut dire la vitesse, c'est comme s'il augmente, mais dans le sens, il était négatif, il va devenir positif. Donc jet des oméga sur dt, il est positif dans ce cas, même si on est en décélération, parce qu'on a des valeurs de la vitesse qui sont négatives. Donc GD oméga sur dt, vous avez CR, et puis vous avez CF qui est tout le temps vers le bas parce qu'il dépend de la vitesse. La vitesse, elle est négative. Mais GD oméga, il devient positif. CR, il est tout le temps positif. Alors si vous faites la somme des trois, GD oméga sur dt plus CR plus CF, ça va vous donner le couple moteur avec la valeur suivante qui est en vert. D'accord? Et dans ce cas, on est toujours dans le fonctionnement en générateur ou là en frein. Parce que vous avez le couple moteur, il est opposé à la vitesse. Donc voilà pour la montée et pour la descente. D'accord? Même chose si on regarde pour la tension et pour le courant. D'accord? Fonctionnement dans les différents cadrans. Alors maintenant, on est en montée, d'accord? Et puis vitesse constante, et puis décélération, et puis l'arrêt de la charge en montée. D'accord? Donc, d'abord, on va faire le foc. Alors maintenant, on veut descendre. Alors, si on veut descendre, dans ce cas, vous avez la vitesse qui va changer de sens, la vitesse qui va changer de sens, d'accord? La tension, le couple moteur aussi, d'accord? Et puis, vous avez la vitesse constante. Puisqu'on est en vitesse constante, là, le moteur, il va fonctionner en générateur, d'accord? Et puis encore, lorsqu'on est en décélération, le couple moteur va augmenter encore parce qu'il y a le GD oméga sur dt qui va s'ajouter. Et puis finalement, on a l'arrêt vers le bas. Donc on a le fonctionnement dans les quatre cadrans. D'accord? On a le fonctionnement dans les quatre cadrans. Donc on a commencé par le cadran Q1. D'accord? On passe vers le cadran Q3. Pardon, ça c'est la fin. Et là c'est le cadran Q1. D'accord? On est toujours dans le cadran Q1. Et puis, là, vous voyez, pour la montée, on travaille dans le cadran Q1. D'accord? Pour la montée, on est dans le cadran Q1. Alors, pour la descente, on est dans le cadran Q3. D'accord? Et puis, on passe vers le cadran Q2. D'accord? Il n'y a pas de fonctionnement dans le cadran Q4. Alors, la seule possibilité d'avoir le fonctionnement dans le cadran Q4, si je reviens ici, la seule possibilité d'avoir le fonctionnement dans le cadran Q4, c'est le cas. Donc, on est où? Accélération, oui, constante, et puis dans la décélération. Voilà, ici. D'ici la descente. Je vais vers la montée. Voilà, pour la montée. C'est ici. D'accord? On peut travailler dans le cadran Q4 aussi. Si on a ici le couple moteur, il devient ici négatif. D'accord? S'il devient négatif dans ce cas, on aura le fonctionnement dans le cadran Q4 parce que dans ce cas,
on va avoir le CR, de la valeur de le d'accord? Par exemple, s'il était là, d'accord? Pour qu'un CR, le couple actif Mg fois R, s'il a une valeur un peu faible, comparé à la pente qu'on a ici, donc dans ce cas, on peut avoir un couple moteur qui est négatif, et dans ce cas, on peut travailler dans le 4 cadran, comme nous avons vu dans le tapis roulant. Alors, dans le tapis roulant, donc, il y avait cette possibilité de fonctionner dans le 4 cadran parce qu'il n'y avait pas de couple actif, parce que le MGR, tout à l'heure, il est nul. Le MG ne participe pas au mouvement parce qu'il est horizontal. Tandis que là, vous avez le MGR, il participe dans le fonctionnement. Alors, c'est pour cela que si vous avez une valeur qui est très importante ici de la masse, donc vous avez le couple moteur qui reste positif dans ce cas, d'accord? C'est pour cela qu'on n'a pas fonctionné dans le cadran 4. Mais si on prend un cas où vous avez le CR, je suis à CR, d'accord? On peut avoir un fonctionnement dans les quatre cadrans parce que dans ce cas, le couple moteur, il peut devenir inférieur à 0. Alors voilà pour ce fonctionnement. Donc on a fait un peu le tour une application, comment on peut travailler dans les quatre cadrans pour un tapis roulant et pour une monte-charge. On va arrêter sur cela aujourd'hui et on va continuer demain matin, Inch'Allah. Essayez de voir, s'il vous plaît, les exercices que j'avais posés dans le dossier des exercices, les TD. Essayez de voir ça. Peut-être demain, on pourra faire quelques exercices sur la série 1, la commande, le moteur à courant continu. Voilà. Alors, si vous n'avez pas je ne sais pas si vous avez des questions. Si tout est clair, donc on se donne rendez-vous demain matin, Inch'Allah, à partir de 8h30. Ok? Voilà. Alors, je vous dis à demain, Inch'Allah, et bonne soirée. Voilà. Alors, j'arrête l'enregistrement.